Vous êtes sur France 24 et c'est l'heure de votre journal de l'Afrique à la une ce soir. L'actualité dans l'est de la RDC, des combattants présumés des FDLR, le groupe armé fondé par d'anciens responsables hutus du génocide, ont été remis par le M23 aux autorités rwandaises. Attirés par des promesses d'emploi en Espagne, des milliers de Gambiens ont créé la cohue pour postuler, mais beaucoup craignent désormais une sélection arbitraire et les propositions salariales restent floues. Le Maroc, invité d'honneur du Salon de l'agriculture de Paris. L'occasion pour nous de mettre un coup de projecteur sur l'agriculture africaine de demain. Notre invité ce soir, Yacine Larzioui de l'université Mohamed VI Polytechnique, est justement un grand promoteur de l'innovation et de la promotion de l'entrepreneuriat dans ce domaine, en Afrique et bien au-delà. Je vous le disais en titre, plus d'une dizaine de combattants présumés des forces démocratiques de libération du Rwanda ont été remis par la coalition AFC M23 aux autorités rwandaises. La présence des FDLR, ce groupe de rebelles comprenant d'anciens génocidaires installés depuis 25 ans dans l'est de la République démocratique du Congo, est une des raisons avancées par Kigali pour justifier la présence de ces troupes aux côtés du M23. Juliette Montilly nous en dit plus. C'est l'information qui fait la une dans le pays, cette remise de prisonniers donc, qui s'est tenue au poste frontière Grande Barrière entre Goma, côté RDC, et Rubavu, au Rwanda. Parmi les 14 combattants remis aux autorités rwandaises, une figure de premier plan, le brigadier général Gakwerere Ezekiel, alias Sibostani ou Julius Mokoko. Il est considéré comme l'un des commandants en chef des FDLR. Ancien génocidaire, il est notamment connu au Rwanda pour son rôle présumé dans l'assassinat de la reine Rosalie Gikanda, dernière monarque du pays lors du génocide des Tutsis. Son nom a aussi été cité à plusieurs reprises par le tribunal pénal international pour le Rwanda, dans l'acte d'accusation notamment du capitaine Ildefonse Nizeyimana, surnommé le boucher de Boutaré, condamné à 35 ans de prison en 2014. D'après le porte-parole de l'armée rwandaise contacté par France 24, cette capture prouve que les FDLR sont toujours actifs et ont un pouvoir de mobilisation auprès de la jeunesse, notamment représentant une menace existentielle pour le Rwanda. Donc, dans le conflit qui l'oppose à la RDC, le gouvernement rwandais a toujours revendiqué la neutralisation des FDLR. L'armée nous a par ailleurs indiqué que parmi ces soldats, ceux accusés de crimes seraient bien traduits en justice, tandis que les autres seraient envoyés dans des centres de réintégration. Et toujours en RDC, l'organisation Journalistes en danger demande la libération de Tuverwundi. Le directeur provincial de la radio-télévision nationale congolaise serait détenu depuis 5 jours par la coalition AFC M23. Et toujours selon JED, Tuverwundi aurait été vu une dernière fois après avoir réalisé un reportage au stade de l'Unité. Le M23 aurait d'ailleurs reconnu détenir le journaliste pour, je cite, des raisons d'enquête. Un nouvel accord migratoire entre l'Espagne, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie, conclu l'an dernier, avait suscité l'espoir de nombreux jeunes. Il propose des emplois agricoles temporaires en Espagne. Alors, des milliers de personnes se sont donc précipitées pour postuler, provoquant parfois des scènes de bousculade, notamment à Dakar et à Banjul, en Gambie. Mais aujourd'hui, certains craignent que le processus de recrutement ne soit pas équitable. La correspondance régionale de Aminatou Diallo. Selon les autorités, environ 10 000 personnes ont déjà déposé leur candidature au cours des dernières semaines pour seulement 350 places disponibles pour cette phase pilote. L'objectif de ce nouvel accord de migration circulaire signé entre la Gambie et l'Espagne, trouver des travailleurs expérimentés dans le domaine agricole et l'exploitation maraîchère, une initiative qui vise à réduire le flux de la migration irrégulière. En 2024, par exemple, plus de 45 000 personnes, dont de nombreux Gambiens, sont arrivés illégalement aux Canaries en provenance des côtes ouest africaines. J'ai la pression de trouver du travail et j'ai peur de rater ma vie. Si je n'obtiens pas ce visa espagnol, je réfléchirai à comment reprendre la route clandestine et essayer à nouveau. Parce que je ne peux pas rester ici, je ne peux vraiment plus rester ici.
Nous voulons voir de la transparence dans le processus de recrutement et savoir comment nos jeunes seront traités sur le terrain. C'est une phase pilote, mais le gouvernement doit retourner à la table de réflexion pour trouver les meilleures solutions aux problèmes de chômage et de sous-emploi en Gambie. Le processus devrait s'achever en mars alors que des milliers de Gambiens placent leur espoir dans cette initiative. Et direction à présent la Guinée qui entame son mois de jeûne. Pour le Ramadan, le gouvernement a décidé de subventionner une dizaine de produits de grande consommation. Mais malgré ces efforts, les prix plafonnés ne sont pas toujours respectés par certains commerçants. Ils profitent de la baisse chez les grossistes sans la répercuter sur leurs étals. Un Ramadan difficile qui s'annonce pour les Guinéens. Les explications de Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. Dans plusieurs marchés de Conakry que nous avons sillonnés ce matin, le riz, le sucre, l'huile, l'oignon, tous ont connu une flambée de prix malgré que le gouvernement a renoncé à des droits de douane sur des produits de grande consommation. Le sac de riz blanc fixé à 295 000 francs guinéens par les autorités est vendu à 320 000 francs dans les marchés. Le sucre plafonné à 350 000 francs est négocié entre 380 et 400 000 francs guinéens. Des prix qui agacent les consommateurs en ce mois de Ramadan. Dès que Ramadan arrive, ils augmentent les denrées alimentaires. On souffre, nous les femmes, mais on ne peut rien. On n'a pas le choix. Sinon, c'est vraiment cher. Sur chaque tonne de riz, actuellement, le gouvernement renonce 100 $. Ce qui veut dire que celui qui envoie 50 000 tonnes de riz, le gouvernement renonce à 5 millions de dollars. Et si vous prenez le sucre, le gouvernement renonce 200 $ sur chaque tonne de sucre. Mais très malheureusement, tous les efforts que le gouvernement fait en matière d'exonération, en matière de subventions, cela ne se retrouve pas dans l'assiette des consommateurs. Les autorités guinéennes ont déjà annoncé la mise en place d'une équipe mixte de police et de gendarmes qui vont sillonner les marchés tout au long de ce mois de Ramadan pour faire respecter les prix fixés. Comme chaque année, le salon de l'agriculture se tient en ce moment même ici à Paris. Et pour la première fois, un pays est à l'honneur aux côtés de la France. Il s'agit du Maroc. Le Maroc qui entre dans sa 7e année de sécheresse. Et donc justement, c'est l'agriculture qui en souffre le plus. Alors, on reçoit sur le plateau Yassine Larzioui, le directeur général du MPCP Venture. Et vous travaillez également à l'université Mohamed VI Polytechnique en tant que directeur de l'entrepreneuriat. Alors, vous soutenez particulièrement les startups. Est-ce que les jeunes entreprises, justement, de la tech, prennent en compte dans l'agriculture, justement, les défis climatiques ? Bien évidemment, bonsoir. Donc, effectivement, l'agritech, en général, aujourd'hui, elle est en train de trouver des solutions. Premièrement, pour relever les challenges de la sécurité alimentaire mondiale. Et bien sûr, les défis climatiques sont au cœur. Il faut savoir que 13 millions de terres arables sont perdues chaque année dans le monde. Et donc, trouver des solutions technologiques pour transformer les déserts en tech agricole, c'est important. Élever et augmenter les rendements agricoles aussi, c'est hyper important. Et ça passe par les technologies, ça passe par les startups et ça passe par des innovations. Et est-ce que vous arrivez à trouver des financements justement pour ces startups ? Bien évidemment, en fait, si on part du continent africain et du Maroc, il faut dire que en matière de fonds capital risque investis dans les startups, ça a augmenté, ça a été multiplié par 8 lors des 5 dernières années. Ça reste modeste sur le chiffre absolu, mais il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un engouement par rapport à la capacité des startups africaines à trouver des solutions pour la problématique et la problématique en matière de rendement agricole au niveau de l'Afrique, et aussi qui se transforme bien sûr par des solutions qui sont offertes au monde entier. Il faut dire que 60% des terres cultivées arables non cultivées sont en Afrique, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, l'Afrique n'arrive pas à répondre à son besoin. Donc, on importe plus de 50 milliards de dollars en matière de denrées alimentaires, un chiffre qui va passer à 100 milliards. Et les startups africains sont au cœur de la solution pour ce type de défis et de type de problématiques. Et comment vous ciblez vos efforts justement pour soutenir ces startups ? Écoutez, première chose qu'on fait, aujourd'hui, c'est connecter l'Afrique à l'Europe. C'est pas une connexion géographique, mais c'est une connexion via l'humain. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, la diaspora africaine et les fondateurs, les créateurs de start-up ici en Europe, une grande partie en tout cas d'entre eux sont issus de la diaspora africaine, qui connaissent l'Afrique, qui connaissent le potentiel de l'Afrique. Donc on essaie de faire cette connexion, que ce soit à travers ce qu'on fait en s'implantant au niveau de la station F ou en lançant des projets entrepreneuriaux d'accélération de start-up comme celui de Next Africa. Deuxième chose qu'on fait, c'est on essaie
de promouvoir l'augmentation de la productivité à travers de nouvelles technologies et aussi la mise en place de technologies nouvelles qui permettent d'augmenter les rendements, que ce soit en matière de mise en place de plateformes digitales qui permettent aux petits agriculteurs africains d'avoir accès aux industriels et d'avoir accès à des grandes parts de marché locales et aussi en Europe et à l'échelle mondiale, ou en travaillant sur des technologies qui utilisent de la data, qui utilisent les capteurs, qui utilisent les nouvelles technologies pour augmenter le rendement, pour prédire aussi le rendement agricole au niveau des terres africaines. Alors le marché africain est fragmenté parce qu'évidemment c'est pas qu'un territoire, il y a plusieurs territoires. Comment vous arrivez justement à consolider ce marché ? En fait, la problématique, la fragmentation du marché africain, elle est réelle. Et aujourd'hui, une des solutions qu'on propose, que ce soit via UM6P ou via d'autres initiatives, c'est de trouver des passerelles, des hubs d'innovation qui permettent justement de comprendre c'est quoi l'Afrique et de comprendre comment on peut adopter, customiser des solutions technologiques pour répondre aux défis africains. Donc aujourd'hui, par exemple, le campus de start-up Startgate au niveau que UM6P a établi au niveau du Maroc, pour nous, c'est une passerelle vers le reste du marché africain. Donc ça permet de connecter d'autres écosystèmes, d'autres hubs, et pouvoir faciliter en tout cas pour les investisseurs européens, pour les entrepreneurs aussi européens, la compréhension de ce marché africain. Donc premièrement, il faut simplifier, clarifier. Deuxième point important, c'est de changer la perception. Beaucoup parlent de l'Afrique comme un grand potentiel, mais aujourd'hui, l'Afrique, c'est un mouvement qui est en marche. C'est un mouvement qui est déjà mis en place. Il y a une transformation, un point d'inflexion qui est en train de s'opérer. Et certains pourraient penser que c'est un petit peu lent, d'ailleurs, pour avancer, notamment. Écoutez, ça a été lent, mais aujourd'hui, en tout cas, nous constatons qu'il y a un vrai changement de perception. Aujourd'hui, 40% des investissements en Afrique, dans les startups africains, viennent d'Europe, par exemple. Ça prouve qu'il y a une meilleure compréhension de la capacité de l'Afrique, non pas à être juste un marché pour ces nouvelles technologies, mais aussi à produire de la technologie. Il y a aussi le fait que, par exemple, sur le programme Next Africa qu'on a annoncé avec la station F, 4 mois se passeront au niveau de la station F pour accéder à l'écosystème et au network de ce très grand incubateur européen, mais aussi 2 mois se passeront au niveau de l'Afrique pour comprendre le marché, mais aussi tester, produire, développer des technologies dans les laboratoires du UM6P. Donc c'est important de changer cette perception et dire que l'Afrique est en train de changer. C'est vrai que parfois ça se passe très rapidement, mais en tout cas nous sommes très optimistes par rapport à la capacité de l'Afrique à relever ces défis et aussi relever les défis mondiaux. Et chaque start-up, justement, chaque pays a leurs propres défis, notamment technologiques, accès aux data, etc. Est-ce que tout ça évolue justement ? Parce que se développer en tant que start-up, non seulement se développer, mais également rester sur la durée. Exactement. En fait, les startups, surtout en phase d'amorçage, sont sur ce qu'on appelle la vallée de la dette ou Debt Valley. Donc, c'est très difficile de développer un produit qui répond à un vrai besoin du marché. Et la startup a besoin simplement de 3-4 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est les talents. Aujourd'hui, une grande partie de la population africaine, c'est des jeunes qui sont prêts à contribuer au développement de l'Afrique. On a besoin aussi d'accès au capital. Aujourd'hui, les fonds locaux et les fonds internationaux commencent à s'intéresser à l'Afrique. Et puis, un mentorat et un support de qualité. Et c'est justement ce qu'on fait et on essaie de faire en s'associant à un incubateur comme celui de Station F. Alors, je disais peut-être que certains perçoivent cette évolution technologique peut-être un petit peu lente, malgré ce fort potentiel. Et justement, est-ce qu'on serait peut-être pas rattrapé par l'intelligence artificielle pour vous, pour l'agriculture, puisqu'on revient à cette thématique? Est-ce que c'est un atout ou peut-être même, ou alors à l'inverse, un ralentissement ou alors une contrainte pour ces jeunes agriculteurs ou ces jeunes startups? Ça peut être un atout, comme ça peut être un danger pour les startups africaines. Danger, voilà, le terme que je cherchais. En fait, ça peut être les deux. Aujourd'hui, il y a une fenêtre de tir. L'IA a démocratisé l'accès aux nouvelles technologies. En fait, l'IA aujourd'hui est une commodité. La data, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Et donc, l'Afrique a la capacité de jouer sur ça pour rattraper le retard qu'elle a. Les startups africaines aujourd'hui, ils ont accès à une database qui est énorme. Si justement on arrive à relever le défi de la fragmentation du marché, si on arrive à développer des programmes de qualité, nous sommes sûrs que des startups africaines peuvent résoudre ces problématiques. Et je vous donne 2-3 exemples qui sont déjà sur nos programmes. Par exemple, il y a des startups africaines aujourd'hui qui ont déjà développé une plateforme qui permet, par exemple, Agrosphère, qui travaille avec plus de 40 000 agriculteurs,
pour justement utiliser la data pour permettre d'améliorer le rendement et leur permettre d'avoir accès à des marchés et améliorer leur chiffre d'affaires. D'autres exemples comme Saint-Tugreen qui utilisent la technologie, l'IA, pour transformer les déserts en terres agricoles. Et donc l'IA aujourd'hui, je pense en tout cas, c'est une opportunité pour l'Afrique pour rattraper rapidement ce gap et se positionner à l'avant-garde de la scène mondiale des nouvelles technologies. L'avenir nous le dira. En tout cas, on espère, on est confiant dans, vous le disiez, ce fort potentiel africain dont on parle depuis très longtemps, mais on attend encore les résultats. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre analyse. Et voilà, c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24.